Ah oui, c'est la première fois, l'aventure de la bande dessinée est nouvelle pour moi. Non pas l'image. J'ai beaucoup travaillé dans l'image de restitution des monuments anciens et des villes anciennes. Oui. Et la bande dessinée, ça répond à un désir très ancien chez moi, que je ne pouvais pas assouvir quand j'étais dans l'univers de la recherche scientifique, pour des bonnes raisons que ce n'était pas compatible aux yeux des personnes qui encadrent la recherche scientifique. Vous ne pouvez pas, si vous êtes dans ce statut, faire une bande dessinée sans vous exposer à des critiques. Alors je l'ai fait, étant à l'âge de la retraite, le moment était venu donc de pouvoir le faire et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et aussi pour découvrir la difficulté de c'est pas un genre facile la bande dessinée du tout, hein. Faut s'enlever ça de l'idée. Alors j'ai toujours respect pour elle, d'abord parce que c'est un métier que j'aurais aimé faire. Souvent j'ai eu à faire des dédicaces de BDistes qui me demandaient d'appuyer leur album, surtout s'ils faisaient allusion à l'Antiquité. Je l'ai fait volontiers et j'ai toujours eu respect pour cela. Et donc découvrant moi-même les difficultés du genre, je m'aperçois qu'on a tort de considérer que c'est quelque chose de secondaire ou d'un peu méprisable par rapport à d'autres aspects. C'est une façon de s'exprimer, un moyen d'expression qui nous est donné et qui est très très utile, en particulier comme c'est le cas dans cette bande dessinée, si on veut parler de sites qui sont difficiles à représenter car la part d'interprétation est grande. C'est donc Narbo-Martius, Narbonne antique, c'est la première fois qu'on va la voir. Alors la bande dessinée qui vous offre une marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'un ouvrage scientifique permet d'évoquer les lieux parce que ce genre autorise. En fait, le site est un décor dans lequel on fait circuler les personnages. Alors ce décor est bien fait, il est crédible, mais la marge de proposition est grande et ça s'applique donc très bien à un site pas assez connu pour qu'on puisse le représenter en entier avec certitude. Moi, je fais un joli décor de BD crédible et ça me suffit, j'ai rempli mon contrat. Mais c'est utile aussi aux lecteurs ou aux visiteurs qui voudraient découvrir Narbonne antique. Dans la bande dessinée, il y a tout ce qu'il faut pour se la représenter. Alors on l'a choisi parce que l'éditeur est de Narbonne, le scénariste est de Narbonne, un grand musée va ouvrir à Narbonne en 2020. Il était temps que ces images soient faites pour nous révéler l'aspect de cette capitale quand même de la Narbonnaise. C'est la ville la plus importante de la Narbonnaise, vaste région entre les Pyrénées et les Alpes qui remonte jusqu'au lac Léman et qui va au-delà de Toulouse. C'est quand même quelque chose de considérable. Donc on connaît bien Arles, Nîmes, Orange, etc. Et la capitale était la grande inconnue. Alors que la recherche scientifique nous permet aujourd'hui quand même de lui donner un visage, des caractéristiques. Donc cette bande dessinée est tombée à pic pour boucher ce vide. Donc on y gagne. C'est un apport de plus par rapport à l'histoire de la bande dessinée elle-même, de l'intrigue. Et alors l'intrigue aussi, elle nous mène dans quoi? Dans l'univers de l'Antiquité. Si on se réfère aux ouvrages de l'Antiquité tels que Apulée, l'âne d'or ou les métamorphoses d'Ovide, on voit bien comment la réalité et la fiction, on peut dire, nous mène dans un monde où on est à cheval entre la réalité et le rêve. Alors dans une bande dessinée, si on ne rêve pas, ça va être ennuyeux. Il faut bien qu'on s'évade. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous transporte un petit peu, mais on se transporte dans la pensée antique. Si on rêve comme eux pouvaient rêver, c'est ça que j'ai voulu faire. C'est-à-dire non seulement les lieux sont fidèles à la réalité, donc ils sont corrects au point de vue de la représentation des monuments, des costumes, des bateaux, tout ceci est très documentaire si on le regarde en détail. Mais aussi la façon de voir est restituée. Ils pouvaient croire à ça. Ils croyaient qu'elle était liée au nombre. Les nombres avaient un caractère sacré. Tout était régi par les nombres, ce qui n'est pas faux. Hein, tout était régi par les nombres, mais on pouvait agir par eux sur la réalité. Donc voilà. Donc c'est la clé donc la clé. Et les planches qui sont derrière vous? Ce sont les planches originales. Ce sont les planches originales, c'est la dimension à laquelle vous travaillez? On travaille toujours beaucoup plus grand, comme vous voyez, 4 fois la dimension de la planche. C'est-à-dire on travaille au double, 4 fois la surface. Parce que c'est aussi lié à l'architecture. Si vous voulez faire du dessin d'architecture, il ne faut pas être trop petit. Sinon vous n'arrivez plus à dessiner les détails. Donc on dessine assez grand.
et assez pâle, comme vous le voyez, de manière à ce qu'on ait une marge de manœuvre après, au moment où on va faire le réglage final des teintes à l'ordinateur, ça se fait à l'ordinateur ça, on a une marge de manœuvre. Donc on peut foncer, on peut intervenir sur les contrastes à l'ordinateur après. Alors que si vous êtes trop foncé dès le départ, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que c'est un petit peu pâle, mais c'est voulu. D'accord. C'est voulu pour offrir cette possibilité-là. Ben là, par exemple, on parle de Rome, mais pas n'importe où. On parle du Sérapéum. C'est un temple qui est lié aux dieux égyptiens, Sérapis, Isis, etc., qui se trouvait sur la colline du Quirinal. Aujourd'hui, il ne reste rien. C'est la présidence de la République italienne qui est là. Mais au XVIe siècle, le fameux Andrea Palladio avait eu la bonne idée de faire tous les relevés de ce temple et même des restitutions en hauteur. Si bien grâce à Palladio, on peut le représenter. Alors on démarre dans un temple dédié à des dieux égyptiens, on voit bien que dès le départ, on va dans un rapport avec l'Égypte antique. Oui. Ce rapport, on le retrouve avec le papyrus, bien entendu, et on le retrouvera avec le travail des mathématiciens qui vont apparaître dans l'histoire, qui vont essayer de décrypter ce papyrus, de l'interpréter. D'abord là, à Rome, puis à Narbonne, et plus tard à Alexandrie, où là, ils vont rencontrer tous les savants pour essayer d'aller plus loin et de vraiment comprendre le plus profondément possible de quoi il s'agit. Et on aura donc des compléments, un éclairage beaucoup plus profond et surtout un aboutissement de l'histoire qui aura du sens, qui a le même sens que les contes philosophiques de l'Antiquité, hein, comme le fameux Apulée, l'âne d'or. C'est-à-dire à la fin, il y a un message qui est donné, mais qui a vraiment du sens, c'est vraiment un conte philosophique à la fin. On verra donc quelle est la raison d'être de cela, hein, de s'être entraîné dans cette histoire de la pyramide avec le carré magique. Avec le chiffre On va avoir d'or. la clé, oui. Avec le chiffre d'or. Oui, alors, vous me posez une bonne question. Le nombre d'or existe là-dedans. Je ne l'ai pas donné dans le premier J'ai la volume. formule là. Oui, oui, mais il existe. Si on regarde où il est dans la pyramide, il a un endroit remarquable. Ah, où il est. Il est à cette hauteur-là, à la hauteur de cette graduation-là, à l'intérieur. Ça fera 1,618. Si vous le tracez la hauteur de la pyramide Oui. et que vous regardez où tombe 1,618, il va tomber à la hauteur de ce palier-là. Alors ça, c'est 4 triangles équilatéraux de Pythagore assemblés. C'est-à-dire l'octave, la quarte, la quinte, les relations harmoniques, vous savez, qui géraient la musique, etc., tout aussi bien. Ces 4 assemblées donnent cette pyramide, c'est elle qui s'appelle Quadratura, qui s'inscrit dans une sphère, puisque la hauteur est égale à la demi-diagonale. Oui. Et la sphère s'inscrit dans un cylindre, etc. Il y a une correspondance incroyable entre des figures qui ont des rapports mathématiques entre elles. Alors j'ai un mathématicien à côté de moi, un chercheur en mathématiques, qui s'intéresse à l'histoire des mathématiques, Oui. qui me permet de ne pas dire de bêtises non plus. Hein, comme je Et qui va m'aventure très bien. là-dedans. Là, j'ai entendu tout ça. Voilà. Oui, sur les calculs. Voilà. Et donc après, on va aller un peu plus loin sans noyer le lecteur quand même, parce que c'est pas une voie ésotérique. Hein. Je veux dire, on ne s'enfonce pas dans ce genre-là. On se dit non, dans l'Antiquité, voilà, voilà comment ils voyaient le nombre, voilà comment ça pouvait jouer, voilà comment on pouvait penser qu'effectivement il pourrait y avoir un effet réel sur le monde si on se servait de ces textes-là. Donc tout ça, c'est tout à fait en phase avec la pensée de l'Antiquité. Tout à fait. Même pour construire nos maisons. Et alors justement, la fin, ce sera un message tout à fait philosophique. Hein. C'est-à-dire, après être passé dans tout cela, l'homme, il est dans sa condition. Il n'arrivera pas à arracher aux dieux les secrets qu'ils ne veulent pas lâcher. Voilà. Parce que n'oubliez pas que le papyrus est déchiré. Il n'y en a que la moitié là. La seconde moitié, vous pouvez toujours courir pour la voir. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez progresser aussi loin que vous le pouvez, mais on garde la main. Il y a des choses qui vous sont vraiment pas possibles. On les connaît, à la limite, toute personne qui a fait de la philo connaît les grandes questions auxquelles il n'y a pas de réponse possible. Alors voilà, donc ça va être une jolie fin, parce que les héros vont trouver une jolie fin. Ceci, on va voir à quoi ça correspond sur un monument réel. Donc tout va retomber sous ses pieds, le message aussi. C'est-à-dire, il n'y aura plus qu'à méditer sur la condition humaine. Et combien de temps ça vous a demandé? Ça demande un an. 5 ans?
un an de travail d'exécution. Oui, mais avant. Avant, le premier m'a demandé une année au moins de préparation. Le deuxième, rien du tout, parce qu'on a tout. On a tout pour prolonger l'histoire, même le scénario. Et là, vous pouvez continuer encore l'histoire. Oui, donc maintenant on va découper, on en est au stade où on découpe en cases, en pages et en cases, le scénario de base. Et puis après on se met à réaliser les planches dont on sait qu'on ne les modifiera pas. Et au fur et à mesure l'histoire se modifie, parce que l'image oblige à se répercute sur le texte, oblige à modifier le texte et inversement. Après c'est une partie de ping-pong entre le scénariste et l'illustrateur. Parce que soit il faut améliorer des choses, soit il faut tenir compte de nouvelles idées qui sont meilleures, qui nous sont venues, qu'on n'avait pas au départ. Alors à la fin, en général, on laisse une dizaine de pages par sécurité. Donc on se dit, celle-là, on les fera à la fin, à l'extrême fin. Et c'est surtout pourquoi c'est la marge de sécurité, parce qu'il faut beaucoup se méfier de ne pas avoir oublié de traiter une question. Par exemple, on a présenté des personnages, ou on a mis en route quelque chose. Il faut que ça aboutisse, que ce soit utile dans l'histoire. Vous ne pouvez pas les abandonner en cours de route. Donc tout ça, ça doit avoir une cohérence et un aboutissement. C'est ça qui est difficile aussi dans la bande dessinée. Tout doit être à sa place et l'histoire doit être complète. Vous ne devez rien faire gratuitement. Tout est expliqué là. Voilà. C'est donc beaucoup de réglages, beaucoup de Le réglages métier et de d'architecte, vérifications. c'est votre base. Il est dans tous les Il est là, monuments. hein, Oui, heureusement, en fait. Ah oui. Superbe. Hein. Ça donne envie de...